Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans les Reno Chat. Les Reno Chat, c'est, ma foi, c'est des discussions. C'est des discussions avec des pros de la rénovation, des gens qu'on a été amenés à croiser au cours des différents travaux qu'on mène et qui nous ont semblé absolument essentiels de vous les faire connaître, de partager avec vous leur savoir, leur savoir-faire, leur expertise, leur expérience. Alors déjà, qui sommes-nous? Qui suis-je? Personnellement, Sébastien Descours, je travaille pour une société de conseil en financement de la transition qui s'appelle Philao Labs. Nous sommes membres d'un consortium qui s'appelle EU Peers. Ce consortium, qui est financé par l'Europe, vise à identifier et beaucoup mieux comprendre ce qu'on appelle les one-stop shops ou les IHRS. Grosso modo, c'est les opérateurs ensembliers de la rénovation énergétique. Ceux qui vont aller à la rencontre des ménages, à la rencontre des propriétaires, et qui, avec eux, vont comprendre dans quel état est le logement, vont bâtir un projet de rénovation, vont comprendre qui est le ménage, vont bâtir avec le ménage un plan de financement et donc de réalisation de cette rénovation. EU Peers s'est donné pour ambition de beaucoup mieux comprendre qui sont ces organisations, les OSS, en Europe, de les promouvoir, de les défendre, et ce étant d'autant plus urgent que l'Europe, au travers de la dernière directive qui s'appelle EPBD, a recommandé, voire même va obliger à terme, l'ensemble des États européens à développer des réseaux de one-stop shops, donc d'opérateurs ensembliers de la rénovation énergétique, d'espaces conseils au service donc des uns et des autres. Nous attaquons donc une série de Reno Chats, il y en aura à peu près un par mois. Ces Reno Chats durent environ 1 heure, nous sommes ensemble donc pendant 1 heure avec l'interlocuteur que j'accueillerai ce jour-là. Toujours des gens extrêmement engagés, très humains, qui ont compris que la rénovation, c'était une histoire d'habitat, mais c'est aussi une histoire d'habitants, et c'est une histoire d'habiter. Comment est-ce qu'on fait pour vivre soi avec son logement? Comment est-ce que le logement est le lieu de l'intimité? Comment est-ce qu'une rénovation va permettre de mieux être protégé dans un logement à la bonne température, avec un air sain, qui va permettre de protéger ses propres enfants et qui va permettre donc de mieux exister socialement et dans nos sociétés. C'est de ça dont nous allons parler avec une première série de Reno Chats qui va être sur le financement de la rénovation en faisant intervenir un certain nombre d'acteurs sur les différentes solutions et organisations qui ont été mises sur pied et mises en place dans les différents pays européens. Pour aller plus loin, puisque après chaque Reno Chat, on peut légitimement avoir en soi un certain nombre de questionnements, d'interrogations et de souhaits de creuser un peu plus la question. Vous avez donc 2 possibilités. La première, c'est de nous envoyer un mail, et tout simplement, en nous posant votre question, et la personne qui est interviewée ce jour-là s'attachera à vous répondre. Pour qu'elle vous réponde, il faut néanmoins, et c'est un petit quelque chose qu'on vous demande, devenir membre de la communauté EU Peers avec le lien qui vous permet donc de vous inscrire, qui est inscrit en dessous donc de l'écran sur lequel j'apparais, dans les commentaires donc de la vidéo qui est sur YouTube. Bienvenue dans ce Reno Chat. N'hésitez pas non plus à nous faire part de vos commentaires, désirs, ou simplement s'il y a des gens qui vous semblent absolument exceptionnels et que vous souhaiteriez voir passer dans un Reno Chat, nous les accueillerons et dialoguerons avec eux pour voir dans quelle mesure nous pouvons les inscrire dans le programme des Reno Chats à venir. Voilà, je suis vraiment très heureux d'être avec vous aujourd'hui et je suis très heureux de cette initiative portée par l'Europe, portée par le consortium EU Peers, et porté donc par l'ensemble des interlocuteurs que nous allons accueillir au fur et à mesure des semaines. Eh bien, bienvenue à tous et toutes pour ce 2e numéro des Reno Chats. Nous accueillons aujourd'hui Sébastien Delpont, fondateur et président de Ressort, avec lequel nous allons parler d'un instrument de financement relativement particulier qui est le contrat impact, sur lequel Sébastien vient de terminer une étude pour le compte de l'ADEME avec Sarah Marquet. Alors peut-être, Sébastien, on va peut-être commencer par le commencement. Qui es-tu? Qui suis-je?
Je suis depuis 15 ans un professionnel de la transition écologique et mon métier, c'est d'accompagner des organisations qui comprennent que les enjeux forcent à changer leur mode d'opérer, d'intégrer les questions sociales et environnementales à leurs activités. Et tu viens d'où avant? Je suis un ingénieur qui s'est dit que voilà, ingénieur, c'est résoudre des problèmes, et en tout cas les problèmes qui m'intéressaient de résoudre, c'est les problèmes écologiques. Et tu as décidé de quitter un grand groupe, je crois, pour monter ton aventure personnelle? Alors, la motivation était surtout de se dire que le constat que je fais, c'est que beaucoup des consultants en développement durable sont des médecins qui écrivent des prescriptions à leurs patients malades de ce qu'il faudrait faire pour aller de façon plus durable dans sa façon d'opérer, mais beaucoup de patients ne suivent pas leur prescription, ce qui est un peu frustrant, parce qu'il y a un certain nombre d'actions à mettre en œuvre pour engager les progrès sociaux et écologiques qui nécessitent pas des choses qu'on peut faire seul, mais qu'on doit faire avec d'autres, dans une logique écosystémique. Et que le modèle d'affaires des cabinets de conseil en développement durable n'est pas adapté à l'accompagnement de collectifs d'acteurs. Et donc mon souhait, ça a été effectivement de constituer une entreprise sociale solidaire dont l'objectif clair, qui était d'être entre la société de services en transition écologique et un incubateur, mais on n'est pas là pour incuber le développement entrepreneurial, mais incuber des coopérations. Parce qu'on pense qu'effectivement, faire progresser des collectifs, ça ne s'improvise pas et qu'il y a des recettes et des façons de faire. Et donc c'est l'objet de ce qu'on a voulu mener, notamment dans la chaîne de valeur de l'habitat et de la construction et de la rénovation. Comment, en tout cas, accompagner des collectifs qui veulent innover pour accélérer le développement de modèles plus vertueux. Donc vous êtes organisé en collectif aussi, hein, c'est ça? Absolument. Et alors vous êtes combien à peu près chez Ressort Là, on est aujourd'hui? 16. 16, ce qui est quand même, pour une entreprise qui a moins d'un an, une croissance assez exponentielle. En tout cas, c'est ce que nous sommes aujourd'hui. Et je pense qu'effectivement, voilà, 40% des émissions de gaz à effet de serre de l'Europe, ce n'est pas un petit sujet auquel on s'attaque. Le logement. Enfin, le 40% sur le bâtiment, logement. plus largement, Le bâtiment. dont le logement. Mais voilà, cette question-là, le fait urbain en tout cas, n'est pas anodin en termes d'impact et il nécessite effectivement du travail et d'activer beaucoup de nouvelles coopérations. Alors, avant qu'on aborde le sujet du financement, je crois que tu as été particulièrement actif aussi sur le sujet de l'industrialisation des process. De façon plus large, effectivement, le sujet, c'est considérer que les rénovations, ça coûte cher. C'est un état de fait, mais ce n'est pas une fatalité. Et de se dire qu'aujourd'hui, sur beaucoup de solutions au problème du climat, on observait ces dernières dizaines d'années des progrès. Ça coûte moins cher un véhicule électrique que ça ne coûtait il y a 10 ans. Les panneaux solaires coûtent moins cher que ce qu'ils coûtaient il y a 10 ans. Et on doit aussi considérer que par des actions de marché, on peut accompagner le fait qu'on ne réinvente pas la roue à chaque fois qu'on lance un projet et qu'il y a des effets d'industrialisation qui peuvent être vertueux parce que ça peut permettre de démocratiser l'accès à des solutions de rénovation performantes. Et j'ai pas beaucoup d'argent, ça ne doit pas amener à je réduis les ambitions écologiques. Le GIEC ne nous a pas dit tranquille, c'est bon, on peut faire plus 8 degrés. Non, non, il nous a dit il y a une urgence écologique, on doit aller vite, on doit aller fort. Donc on doit par contre se questionner des façons de faire que pour le même budget, on puisse faire beaucoup plus de rénovation parce qu'on arrive à en optimiser le coût. Et donc on a beaucoup exploré comment un mélange d'innovation sociale, un mélange d'innovation financière, un mélange d'innovation technique ou contractuelle peuvent créer des conditions qui peuvent permettre, parce qu'on donne de la visibilité aux acteurs, parce qu'on accompagne des investissements par différents acteurs de la chaîne de valeur, ça peut être moins cher de rénover de façon très performante. Et donc c'est ça dont on a été acteur, notamment en travaillant avec les acteurs du logement social et bien évidemment tous les professionnels de l'acte de construire. Et donc, c'est au travers de ces premières expériences que a émergé en toi cette idée qu'il y avait un sujet autour de l'habitat, mais également un très gros sujet autour de l'habitant. De l'habitant, de l'habitat et plus largement de tous les acteurs et professionnels de cette chaîne complexe. Et qu'effectivement, ce n'est par des coopérations entre ces acteurs et que ce n'est pas qu'un problème financier, ce n'est pas qu'un problème technique, ce n'est pas qu'un problème juridique ou social. C'est effectivement comment on va arriver à mettre en musique de façon harmonieuse le pas de côté que vont faire chacun de ces acteurs pour créer les conditions de réussite de projets collectifs qui apportera des bénéfices réels à la vie de l'habitant et aux conditions d'habitat. D'accord. Et donc, dans ce cadre véritablement d'agglomération, en fait, de capacité autour d'une agglomération de problèmes, c'est-à-dire penser de plus en plus dans le système. Alors, on a fait cette mission ensemble, donc sur les contrats impact. Je rappelle un petit peu rapidement, en fait, l'origine de cette mission. On avait mené une mission sur le financement des ménages fragiles,
comment faire pour les accompagner. Et suite à cette mission, on avait identifié un sujet qui était très spécifique, qui était la valorisation de ce qu'on appelle les co-bénéfices et les coûts évités. Est-ce que tu peux nous parler des co-bénéfices et des coûts évités? Bien sûr. Ce qui est le plus merveilleux dans la rénovation énergétique, c'est que c'est un sujet qui a d'extraordinaires co-bénéfices pour la société. Lesquels, par exemple? Alors, quand on rénove plus, il y a moins besoin de prendre de l'électricité sur le réseau. On peut éviter des investissements en capacité de production électrique nouvelle. Ça, vivre à 20 degrés plutôt qu'à 12 degrés, on est moins souvent malade, donc on a besoin moins souvent d'aller consulter le médecin, d'être hospitalisé ou de consommer des médicaments. Ça a aussi des co-bénéfices qu'on peut avoir d'autres natures. Si effectivement je suis un étudiant et que je dois faire beaucoup de kilométrages chaque jour pour aller sur mon lieu où je dors et où j'habite, et qu'il y fait un froid glacial, je ne vais pas être dans les meilleures conditions de réussite scolaire pour effectivement poursuivre mon cursus universitaire. Donc effectivement, il y a des co-bénéfices qui peuvent être éducatifs, en termes de santé, en termes d'infrastructures énergétiques, il y en a plein d'autres niveaux. Si on promeut l'utilisation de solutions issues de l'agriculture ou de la forêt, on va avoir des co-bénéfices effectivement parce qu'on sait qu'on a une agriculture qui souffre en ce moment. On va générer des revenus additionnels pour les agriculteurs. Donc voilà, il y a plein de co-bénéfices très larges qui peuvent exister autour de l'acte de rénover et particulièrement quand on cible des publics en fragilité pour lequel le coût social de effectivement l'inaction peut être extrêmement fort. Oui, ce qu'on voit bien, c'est qu'effectivement, rénover en soi, si à l'origine, l'ensemble du mouvement a été lancé pour la réduction des gaz à effet de serre, ce qui reste un objectif majeur, néanmoins, plus on a avancé dans ce sujet, plus on s'aperçoit que le travail sur l'intime, en fait, c'est-à-dire véritablement la personne chez soi, dans son cocon, au chaud et dans une atmosphère qui soit saine, génère effectivement des améliorations sociales et sociétales absolument considérables. Absolument, qui sont en partie simplement chiffrés, en partie qui n'ont jamais été chiffrés. Et c'est un peu ce qu'on a soulevé dans l'étude, c'est qu'il y a effectivement une diversité extrêmement large par rapport à beaucoup d'actions qu'on peut entreprendre, de co-bénéfices sur beaucoup de politiques publiques. Parce qu'on est effectivement au carrefour, pas seulement, ce qui a souvent été compris entre les politiques publiques de l'habitat, les politiques publiques de l'énergie, mais aussi au carrefour des politiques publiques de la santé, de l'éducation, de l'eau, de l'agriculture, de la politique industrielle, si effectivement je travaille à structurer effectivement des filières économiques qui vont développer des solutions de rénovation. Il y a beaucoup en tout cas de leviers, de politiques auxquels on peut impacter positivement selon la façon dont on va engager ces rénovations. Ça veut dire que l'investissement que fait l'État dans ce secteur-là pourrait être bénéfique en fait? Pourrait être rentable? Ce n'est pas de l'argent qu'on jette par la fenêtre. Et non, aux surprises, au contraire des dépenses qu'on fait en énergie fossile. Oui, parce que l'énergie fossile, fondamentalement, on donne de l'argent au pays qui extrait du pétrole. Quelque part, ça ne nous rapporte rien. Absolument. Et donc, le sujet, c'est vraiment comment les projets qu'on engage vont maximiser leurs co-bénéfices. Mais la difficulté, c'est qu'on peut avoir des bénéfices macroéconomiques très forts avec une équation microéconomique qui ne tourne pas. Et c'est un peu ça la difficulté. Est-ce que tu peux préciser un peu pour nous... Ce qu'on veut dire, c'est que je peux engager un projet de 50 000 € d'investissement pour rénover ma maison, que la somme des économies d'énergie vont être de 25 000 €. Et peut-être le gain en valeur du bien post-rénovation sera de 15 000 €. Donc j'investis 50 000 pour 40 000 de bénéfices. Oui, donc on peut se dire, gagne pas, alors. J'y gagne pas, j'ai une équation microéconomique qui m'est défavorable. Donc effectivement, certains investiront par éthique, par amour des ours blancs, mais sur, on va dire, une majorité de la population, aller s'engager dans un investissement qui n'aura pas de bénéfice économique, ça va être compliqué de convaincre les gens dans une opération sans bénéfice, en tout cas, ou sans équilibre économique. Tu dirais alors peut-être que ce marché ne se généralisera que quand on arrivera à démontrer aux gens qu'ils gagnent de l'argent avec, en fait. Je ne dis pas que c'est la condition nécessaire et suffisante, Ouais. mais c'est une condition nécessaire, pas suffisante. Il faut aussi créer une envie de rénovation. On sait bien qu'effectivement, on a 3 leviers majeurs à traiter dans la filière pour accélérer le développement du marché, le développement de l'offre, de la demande et des solutions de financement adaptées. Et qu'on a beau mettre de l'argent dans le système, s'il n'y a pas de demande, on ne va pas très loin. Mettre de
l'électricité dans une voiture sans moteur, ça ne va pas ça va pas avancer. Donc on a besoin effectivement de ces différents éléments, mais c'est sûr que c'est un ingrédient clé, l'existence d'une équation économique qui tienne la route. Donc il faut rendre, en fait, il faut donner une valeur aux invisibles. C'est à tout ce qui n'est pas compté aujourd'hui. Si ça a des bénéfices extrêmement forts de l'engager, on a un ménage très fragile qui va effectivement avoir des surdépenses sur le temps long de 30 000 euros en frais santé s'il continue à vivre à 12 degrés et qu'il n'engage pas ses travaux de rénovation. Si effectivement on va aussi créer de l'activité économique qui fait qu'effectivement des gens dans la société vont retrouver un emploi parce que se développe cette activité économique, ça fait économiser de l'argent à Pôle emploi et ça fait économiser de l'argent à la Sécu. Et toute la question, c'est de se dire ne pas engager ces travaux, ça va coûter plus cher à Pôle emploi et à la Sécu. Donc aujourd'hui, si effectivement, est-ce que les bénéfices à Pôle emploi et à la Sécu sont supérieurs à 10 000 euros, qui est par exemple ce qui me manque dans l'exemple que... Voilà. Et donc, en tout cas, c'est nécessaire de se poser la question, parce que ce serait dommage de ne pas engager des travaux qui auraient de tels co-bénéfices sociétaux. Par contre, la question, c'est comment flécher différemment. Et c'est là qu'il y a une innovation de politique publique nécessaire. C'est comment répondre à un objet social de politique publique en investissement de façon atypique. Atypique. La sécurité sociale a l'habitude... Cette histoire atypique. Pas qu'aux banquiers. Pas qu'aux banquiers, à l'État... Tout le monde, il y a quand même une résistance naturelle dans la société au changement, mais effectivement, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, ne pas changer, c'est une voie sans issue. Donc le sujet, c'est qu'on va être dans l'obligation du mouvement et de changement dans nos pratiques, parce que sinon, ça nous amène à un monde à plus 4 degrés, qui est un monde absurde. Donc le sujet, c'est, voilà, aujourd'hui, j'avais l'habitude dans mes politiques de santé de faire de la prévention sous forme de campagne d'information, de payer des professionnels de santé et payer des soins. Peut-être qu'il y a une forme nouvelle de prévention, qui n'est pas que des campagnes de publicité, qui est aussi sortir le gens de situations de fragilité, de situations qui vont créer des dommages aggravés en termes de santé. Donc considérer que co-investir dans des projets de rénovation, c'est une politique de prévention en termes de santé publique, ce n'est pas quelque chose de commun. Mais ce sera peut-être demain quelque chose de nécessaire. De la même façon, si demain je dois construire des infrastructures supplémentaires pour traiter la question des risques liés au changement climatique, les questions d'adaptation, les questions de pluie trop abondantes, comment on gère ces questions. Donc il y a des vraies questions de comment, en tout cas, au service de politique de l'eau, de l'agriculture, de l'emploi, je peux aussi investir peut-être dans certaines formes de rénovation pour certains publics. En tout cas, cette question mérite d'être posée. Elle n'a pas forcément une réponse évidente, mais si la mobilisation de 1 ou 2 co-bénéfices dont la mise en œuvre pourrait faire des économies au service public, ça serait dommage de s'en priver, puisqu'effectivement, on aiderait effectivement à débloquer des situations sociales et environnementales complexes. Alors peut-être une image pour essayer de voir tout ça. Moi, je vois cette dame de 82 ans dans sa maison de maître en Hauts-de-France. La maison n'a pas été rénovée depuis peut-être 25-30 ans. Elle a une chaudière au fioul qui, ma foi, finit ses derniers hoquets. La dame est repliée dans sa cuisine, puisqu'elle se chauffe en fait avec un peu son chauffage et un peu son poêle à bois ou à boulet de charbon, ça existe encore. Et effectivement, ce qu'on voit, c'est qu'elle va se retrouver sous contrainte absolue. D'abord, elle va être plus malade que les autres, et ensuite, elle va se retrouver sous contrainte absolue de sortir de chez elle, parce qu'elle ne pourra plus. Elle ne pourra plus vivre dans cet environnement-là. Et donc, qu'est-ce qu'on trouve à ce moment-là comme coût évité? On va effectivement diminuer la santé, les coûts de santé, mais on diminue également le coût des EHPAD où elle ne va pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'investir dans un EHPAD, parce que si tout est refait, elle peut rester chez elle. On voit aussi qu'elle peut accueillir dans sa grande maison de maître, du coup elle peut accueillir d'autres gens, et ça suffit à faire un équilibre de l'investissement peut-être, alors tout ça. En tout cas, ça mérite d'être au moins mesuré, évalué. Et comment on fait pour mesurer? On teste pour le coup, et il y a effectivement un certain nombre de méthodologies qui sont plus ou moins simples. C'est-à-dire, est-ce que les travaux ont été réalisés par des gens qui étaient éloignés de l'emploi depuis longtemps? Donc effectivement, est-ce que la génération d'activités créer de l'emploi local de gens qui étaient éloignés de l'emploi, c'est quelque chose de relativement simple à mesurer. Je pointe à Pôle emploi, je ne pointe pas à Pôle emploi. Alors qu'effectivement, il y a des choses qui sont plus subtiles. Si je n'avais pas vécu dans une maison rénovée, combien de fois j'aurais été malade? Donc là, il y a des questions de
cohorte en termes de santé? Est-ce que la personne était asthmatique, pas asthmatique? Est-ce qu'on parle d'une personne de 22 ans, de 85 ans? Enfin, les conséquences selon les situations de santé nécessitent d'être un petit peu plus fin que de façon binaire. Tu pointes plus à Pôle emploi, tu pointes à Pôle emploi. Donc on va dire qu'il y a effectivement des natures de co-bénéfices qui vont avoir des simplicités différentes de mesures ou des complexités de mesures différentes. Mais il ne faut pas en tout cas s'interdire d'à la fois de mobiliser ce qui se mesure simplement parce qu'il y a une faisabilité court terme facile et On appelle aussi un quick win chez les banquiers. alors pourquoi pas, en tout cas voilà, mais en tout cas c'est vraiment cette chose de choses qu'on peut enclencher rapidement et puis des sujets qui méritent effectivement de pousser les recherches scientifiques et d'accompagner, de mesurer avec plus de finesse que la réalité de ces co-bénéfices. Mais pour pouvoir mener ces études d'épidémiologie, il faut beaucoup de data. Or, la data est quand même très verrouillée en France. On voit qu'on a plusieurs grandes bases de données, mais qu'on a du mal à apparier. On voit qu'il y a un très gros respect des données personnelles, ce qui, Dieu merci, nous distingue sur cette planète. Comment est-ce qu'on peut pousser donc toutes ces institutions à mettre en commun leurs données pour je pense qu'il y a beaucoup de études. défis intéressants sur l'open data qui existent, et notamment l'open data public. Donc effectivement, il y a aussi un certain nombre de bases de données qui pourraient être virtuellement à croiser par rapport aussi à des cas d'études de problématiques dans lesquels on ferait montrer effectivement les difficultés des modèles d'affaires. Tu parlais d'une vieille dame dans les Hauts-de-France, la réalité de la pauvreté a beaucoup d'autres visages. Ça n'arrive pas qu'en milieu rural, ça arrive en milieu périurbain, ça arrive en milieu de quartier politique de la ville. Voilà, c'est des mères seules, c'est des étudiants, je veux dire, c'est des familles nombreuses. Enfin, il y a beaucoup de visages de la pauvreté qui ne sont... Et voilà. Et ce qu'il faut, c'est arriver à comprendre en tout cas quels sont... Parce que les politiques publiques sont bien intentionnées, mais c'est difficile que la somme de tous les dispositifs de politique publique classiques issus de l'énergie et de l'habitat arrive à traiter convenablement toutes les situations de forme de logement. Parce qu'effectivement, si je croise les typologies constructives, les climats, les formes d'habitation, les statuts, locataires, propriétaires, les géographies, on a une diversité de cas assez large. Et il n'existe pas un coût moyen de la rénovation ou une maison classique. C'est comme se dire, oui, on peut dire, oui, il y a une moyenne, le poids moyen des Français est de X. Mais il y a des gens qui sont un poids beaucoup plus élevé, d'autres un poids beaucoup plus bas, et on ne peut pas traiter tout le monde avec les mêmes solutions. Et parfois, entre deux maisons de 80 mètres carrés, on peut avoir, sans que personne essaye d'escroquer personne, des coûts de travaux 2,5 fois supérieurs dans une maison qu'une autre. Des choses aussi basiques que c'est une maison en bande, il y a 2 murs à isoler, la même maison seule sur sa parcelle avec 4 murs à isoler, c'est 2 fois plus de murs, c'est 2 fois plus cher. Donc effectivement, voilà, parfois des subventions qui ont effectivement des limites et des réserves peuvent être effectivement dépassées et la somme des mécanismes d'aide disponibles peut ne pas répondre aux besoins d'effectivement de trouver une économie de projet qui permet que le projet s'engage. Et donc ça mérite en tout cas d'investiguer là où sont les angles morts des politiques publiques, comment en tout cas la mobilisation de ces externalités pourrait effectivement débloquer ces angles morts. Donc, il faut être beaucoup plus fin, en fait, dans son analyse. Il faut avoir beaucoup plus... Oui, je pense Parce que tu parlais de pauvreté tout à l'heure, mais aujourd'hui, une classe moyenne qui a besoin d'investir 50, 70 000, 80 000 euros dans la réfection de sa maison, c'est quand même une somme absolument considérable. C'est à peu près la moitié de la valeur du bien. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'elle s'engage quand même sur 20, 25 ans, et c'est forcément difficile pour elle. Donc, on a un problème de financement. Alors, peut-être avant de poursuivre cet entretien, est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est qu'un contrat à impact? Qu'est-ce que c'est que cette idée? Contrat à impact. L'idée, c'est on va, pour mobiliser une externalité, un co-bénéfice de politique publique, demander à un opérateur social, donc quelqu'un dont l'objet et l'éthique de l'impact sera l'intervention chez des publics fragiles, qui va être une association, une ONG, donc, des entreprises de l'offre sociale et solidaire, un bailleur social, voilà, une SEM, enfin en tout cas un acteur. Donc voilà, la quête absolue du profit n'est pas la raison d'être, mais il y a bien un objectif d'impact dans ses statuts et ses missions, de se dire, voilà, vous allez accompagner un public dans cette trajectoire de rénovation. Et ce projet, vous allez être une forme d'intégrateur pour arriver à mobiliser la mise en œuvre de ces projets. Et vous, comme opérateur, vous allez passer un contrat avec différentes administrations, services de l'État ou opérateurs de services publics ou opérateurs privés qui pourraient avoir un bénéfice à la réalisation des travaux, pour que, sous réserve d'un respect d'un certain nombre d'impacts qualifiés,
qui correspondent à la mission de cet acteur du service public, avec lequel vous rentrez en relation contractuelle. Si réussite de votre projet et que votre intention de sortir sans ménage de la pauvreté énergétique est réalisée, vous me faites économiser moi Pôle emploi 400 000 euros, moi la Sécu 300 000, moi l'agence de l'eau 200 000 euros, je suis prêt à vous rétrocéder 30% des économies que je fais et les 30% de l'agence de l'eau économisés, les 30% économisés chez Pôle emploi et chez la Sécu, ça me permet de combler ce qu'était le déficit microéconomique, la façon dont le projet peut avoir un sens. Donc l'idée, c'est qu'il y a bien un exemple un peu concret un secteur interadministration. Donc, soit ta famille, donc ta mère seule avec ses 2 enfants dans sa barre d'immeuble, soit ma grand-mère dans sa maison de maître. Mais est-ce que tu peux te donner une illustration très précise? Prenons par exemple ta mère seule avec 2 enfants dans un appartement de 70 mètres carrés en habitat social et qui aujourd'hui est classé G et qui n'a pas les moyens de rénover l'appartement qu'elle a. Comment est-ce que ça va se matérialiser donc? Alors, par exemple, on peut imaginer qu'elle vit dans un quartier politique de la ville, qu'il y a un sujet d'un réseau de chaleur aujourd'hui fuel, ou en tout cas pas 100% énergie renouvelable. Va se poser des questions de réinvestissement de l'opérateur du réseau de chaleur, du quartier en question, pour le décarboner. Sauf que l'investissement à consentir, est-ce qu'on va installer une chaudière bois, mettons de 20 MW ou de 15 MW? Ce n'est pas le même investissement pour cet opérateur du réseau de chaleur et ça va lui coûter plus cher d'investir 20 MW que 15 MW. Si beaucoup de ménages dans le quartier, on va rénover plus fortement leur habitat et on met en œuvre des actions d'efficacité énergétique, ça va lui permettre un moindre investissement. Donc peut-être qu'il va avoir intérêt au cofinancement de travaux et ce qui manque pour qu'effectivement le reste à charge de 8 000 euros qu'elle a engagé et qui fait que ça la bloque, parce qu'effectivement, on a une équation économique qui ne fonctionne pas pour elle, modulo les subventions, la projection, et sa capacité d'endettement, et sa capacité à faire, on sent qu'il y a par logement 8 000 euros, peut-être que 8 000 euros donnés par l'opérateur du réseau de chaleur chez elle et chez un centre de ménage va amener en tout cas à une économie telle qu'effectivement, on peut réduire le besoin en puissance de cette nouvelle chaudière dans laquelle investir pour le réseau de chaleur. Et en conséquence, c'est une meilleure opération économique pour l'opérateur de réseau de chaleur, l'entreprise privée titulaire de la concession de services publics ou à la collectivité si elle gère ce réseau de chaleur en direct. Et donc, on voit que c'est un bénéfice en termes de politique publique d'aller investir en efficacité énergétique plutôt que dans le surdimensionnement d'un nouvel équipement d'énergie renouvelable. Donc en fait, je vais essayer de résumer pour tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent aujourd'hui. En fait, donc grosso modo, j'investis moins, mais j'investis aussi en dehors de mon investissement initial. Je sous-dimensionne mon investissement initial, mais je remets une partie de ce que je gagne chez les gens pour mieux les isoler. Du coup, j'ai moins besoin de chaleur, donc du coup, j'y gagne. Mais à quel moment interviennent les financiers là-dedans? Est-ce qu'il y a des financiers d'abord? Il y a 2 options pour faire ça. C'est qu'il y a un moment, il y a un projet d'investissement dans l'amélioration du logement qui a besoin d'être financé avant qu'on en mesure les bénéfices. Parce que l'idée, c'est que ce n'est pas un chèque en blanc. On va mesurer l'efficacité énergétique réelle selon un ensemble de critères des gains. Est-ce qu'effectivement, la diminution de l'appel de puissance dans le logement de cette famille, liée à une qualité d'isolation isolée, effectivement, fait qu'on n'appelle plus une puissance de 10 kW chaque hiver, mais plutôt de 5, eh bien ça doit être mesuré. Après, peut-être une période de chauffe qui va être servir en tout cas de moment de preuve. Mais entre le moment où la preuve sera faite, après une saison de chauffe et la réalisation des travaux, il y a avancé de l'argent 2 ans plus tôt. Et donc, comment se fait cette avance de trésorerie? Et donc, il y a 2 options. Soit effectivement, il y a des services de l'État qui sont prêts à engager ce préfinancement, ou bien il y a des acteurs privés qui vont se dire « je suis OK pour engager en tout cas ce préfinancement » avec forcément une part de risque. L'opérateur social, quel qu'il soit, va réussir à suivre les travaux du fait que la qualité soit au rendez-vous. Est-ce que la performance va être à 100% au rendez-vous qu'à 80%? Donc là, il y a un acte d'investissement où on va avoir besoin de financer ces travaux avant de constater les bénéfices. Parce qu'effectivement, c'est une économie dans le budget de l'opérateur en 2026, qu'on constatera l'économie en 2026 chez l'opérateur engagé parce qu'il y a de l'argent qui a été dépassé en 2024. Donc il faut arriver à gérer ce décalage de trésorerie qui peut nécessiter effectivement de faire recours à un investisseur. Et donc cet investisseur dans le contrat impact, il faut qu'il pilote l'argent qu'il a mis. Enfin, il faut qu'il le surveille, il faut qu'il s'assure que les choses se passent comme c'était prévu
pour pouvoir reprendre son argent. Là, comment il se comporte? Il fabrique des tableaux, des indicateurs. Alors, Quel rôle il va jouer dans le... Alors, ça reste des dispositifs qui sont jeunes dans les politiques publiques, mais l'idée, c'est qu'il y ait bien effectivement un tableau d'indicateurs. Tout l'enjeu, c'est que ce ne soit pas non plus une usine à gaz, des choses qui ne soient pas un enfer à mesurer. Ça peut être parfois des choses qui sont mesurées de toute façon. Je parlais d'un pic de puissance d'un appel. Voilà, il y a des compteurs aussi d'énergie, ça existe. Hein. Parfois, on est équipé, effectivement. Si son énergie principale était l'électricité avant l'installation du réseau de chaleur, il y a des compteurs de chaleur. Enfin, il y a différents dispositifs qui peuvent exister, qu'on peut mobiliser simplement sans surcoût. Parfois, il faudra instrumenter par des mesures d'impact associées à ça. Donc forcément, ça prend du temps de la mesure. Donc on a vu effectivement que c'est un dispositif qui n'est pas anodin en termes de coûts de mesure et de vérification. Donc ce n'est pas pour des projets d'investir une fois 30 000 euros qu'on va engager l'expertise de tiers experts qui vont valider. On sait qu'il y a effectivement un certain nombre de dispositifs d'aide à la rénovation des fraudes, par défaut de contrôle et qualité de contrôle, notamment sur les C2E. Donc on doit absolument éviter que ces dérives qui ont pu exister avec d'autres dispositifs de soutien se reproduisent. Donc on doit effectivement gérer ça avec rigueur, mais l'idée c'est que ce n'est pas non plus d'avoir des coûts de la mesure qui dépassent le coût des bénéfices. Donc ça fait partie de choses qui sont à travailler. Et c'est aussi ce qui peut prioriser en tout cas la mobilisation de certaines externalités plutôt que d'autres, et qui va aussi guider la taille critique des projets pour lesquels ça sera pertinent de mobiliser tel ou tel co-bénéfice. Cela dit, si on retrouve dans un deuxième cas la même situation avec le même enjeu, peut-être qu'on n'a plus besoin d'aller chercher un financeur tiers à ce moment-là. Peut-être qu'on peut faire directement. Absolument. Et je pense que ce qu'il faut voir, c'est que les contre-impacts sont une très bonne façon, en fait, de faire du test et de l'innovation de politique publique. C'est de l'expérimentation, en fait. C'est de l'expérimentation de politique publique très surinstrumentée, parce qu'on a besoin aussi d'une politique publique de viser finement. Quel est le bon niveau d'aide qui va avoir tel effet de levier et à telle condition? Et si on sait qu'effectivement, en termes de bénéfices santé, sont de 5 chez les personnes âgées, de 3 chez les familles nombreuses, de 1 sont les étudiants, on peut calibrer le soutien de la puissance publique au titre de la politique de santé en regard des co-bénéfices qu'elle génère. Parce que de plus en plus, l'idée, c'est d'avoir une vision la plus honnête possible des coûts et bénéfices des politiques publiques pour les rendre les plus efficaces. Mais simplement, on ne peut pas toujours deviner effectivement ce qu'est la réalité des impacts avant de les avoir observés de façon expérimentale sur le terrain, en tout cas, à petite échelle. Donc au départ, on va peut-être surinstrumenter, et puis ensuite, on sait de façon simple quels sont les quelques critères à surveiller pour avoir une vision claire de l'affectation utile de ces budgets. Donc ça veut dire qu'un contrat impact, c'est bien en fait le moyen de financer une expérimentation, de vérifier les hypothèses d'origine et ensuite pour aller vers une généralisation sur le segment, les fameux 2 ou 3 composantes que tu as citées tout à l'heure, l'habitat, qui est dedans, et la nature des territoires. Absolument, et le valider, parce qu'on va peut-être se rendre compte que les situations de maisons individuelles en milieu rural, pour des personnes âgées, voilà les deux externalités qui sont très pertinentes à mesurer. Et maintenant, on comprend mieux les ordres de grandeur qu'on avait pressentis et qu'on a validés ou invalidés lors de démonstrations qu'on a pu mener, ce qui va rendre très simple la généralisation d'un dispositif avec des critères clairs. Et ça rejoint un peu ce que tu disais au début, c'est comment associer en fait l'ensemble des parties prenantes qui chacune viennent avec son expertise autour d'un objet unique qui est à la fois être de plus en plus pertinent, fin et efficace sur la manière d'aborder ce sujet de la rénovation. C'est tout ce sujet, et c'est ce qu'on croit, c'est le besoin de constituer des coalitions, des coopérations interacteurs pour faire sortir de terre beaucoup plus de projets et que s'accélère ce besoin de mieux rénover et de sortir de situations sociales pénibles de plus en plus de ménages. Alors, donc il y a eu cette mission sur les contrats impact, dans lequel tout ça a été expliqué, que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur Internet. L'ensemble des références seront indiquées à la fin de cette visio. Comment on va plus loin maintenant ? Eh bien, on va sur le terrain. Donc le sujet, ça va être de recenser et d'aller avoir un dialogue avec les différents opérateurs plausibles. Est-ce qu'il y a des acteurs, opérateurs sociaux qui sont intéressés d'expérimenter ça ? Qui font le constat que, aujourd'hui, au vu de mes missions, quand je suis l'ANA, quand je suis la NCT, que je suis, désolé, plein d'initiales. Alors, mais en tout cas, Agence nationale d'amélioration de l'habitat, c'est la structure qui, en France, pilote toute la distribution des aides. ANCT, Agence nationale de la cohésion des territoires,
peut être l'Agence nationale du renouvellement urbain, ça peut être l'ADEME pour la gestion des réseaux de chaleur et du fonds chaleur. Donc enfin, il y a un certain nombre de dispositifs publics. Et là, on parle d'agence nationale, ça peut être le cas aussi de collectivités. Qui vont avoir un certain nombre de missions de service public et qui vont être peut-être intéressées de financer des expérimentations, de les lancer, parce qu'elles se disent voilà une façon en tout cas peut-être innovante d'ajuster nos politiques publiques pour un meilleur en tout cas ratio coût-bénéfice d'impact sur ces sujets. Donc il y a effectivement, on a vu dans les contrats impact 3 natures d'acteurs clés, que sont ces opérateurs sociaux, ces services publics financeurs in fine de ces projets, sur la base de la mesure de ces bénéfices, et des financeurs qui vont faire cette avance de trésorerie. Donc le sujet, c'est quels sont les bons cas d'études où on a effectivement des angles morts des politiques publiques, et ça, il y a un certain nombre d'acteurs des politiques de l'habitat qui savent observer là où ça bloque. On sait ce que sont les typologies de logements en France, on sait là où on distribue de l'argent, donc on sait aussi là pour le coup où il y a une forme de non-recours. Et c'est là qu'il faut qu'on se questionne pourquoi il y a des typologies de territoires ou des typologies d'habitat pour lesquelles personne n'engage des travaux. Pour comprendre ces questions, qui va se dire là, il doit y avoir quelque chose qui coince. Et donc aller regarder un peu finement l'économie de ces projets pour se dire, tiens, sur ces cas d'usage, qui sont les étudiants en zone périurbaine, qui sont les femmes seules avec enfants à charge en quartier politique de la ville, des personnes âgées en milieux ruraux où on voit et on constate un non-recours particulièrement élevé, se dire là il y a des situations un peu complexes, peut-être qu'effectivement des façons différentes d'aborder les projets permettraient de débloquer les situations. Un focus. Et là donc tu as proposé une matrice de choix en fait à la puissance publique. Absolument. L'idée, c'est d'identifier de façon qualitative, après avoir interviewé un certain nombre d'acteurs de l'écosystème, ce qui semble être effectivement ces angles morts. Ensuite, ça doit être validé et qualifié de façon un peu plus fine d'un point de vue quantitatif. Et c'est là que croiser des données publiques de différentes natures peut confirmer ce qui a pu être affirmé de façon qualitative par un certain nombre d'opérateurs qui disent, bah voilà, ça marche jamais, ça fonctionne jamais quand c'est public. Donc effectivement, c'est intéressant d'avoir le retour d'artisans, d'architectes, de bailleurs sociaux, de collectivités qui nous disent là où ils voient que les situations sont bloquées. Ces acteurs de terrain qui le remontent de façon qualitative, c'est bien aussi de le croiser quantitativement ces sujets-là. Et c'est là qu'il y a aussi un défi de travailler avec ces données publiques, comment on peut maximiser en tout cas la capacité à dimensionner, mesurer effectivement ce que pourrait être le bénéfice en termes de politique publique. Et c'est là il y a des défis, en tout cas des défis data avec les agents publics qui seront particulièrement, je pense, intéressants à mener. Et puis ensuite, valider en tout cas par un intérêt de ces acteurs, opérateurs sociaux et agences publiques, la capacité à se lancer dans des projets d'expérimentation terrain où on va aller prendre des maisons, on va aller prendre des appartements et on va engager les travaux et on va observer. Alors, ce qui est en plus extrêmement intéressant dans ce que tu nous proposes, c'est qu'on a l'habitude de politiques publiques très verticalisées, top-down en fait, et que là, au travers de cette proposition que tu fais justement à la puissance publique, c'est que tu repars en fait de l'expression des besoins des opérateurs ensembliers, des one-stop shops, qui constatent une réalité de terrain, qui sont capables de la documenter, certes qualitativement, mais ensuite de pouvoir pousser en fait à des expérimentations sur les sujets que eux-mêmes ont repérés en fait. Le rôle des OSS est absolument essentiel. Alors en tout cas, il peut être tout à fait précieux dans les territoires où ils sont là, puisque ça fait partie d'opérateurs sociaux, dont la vocation est d'accompagner en tout cas l'accélération d'une politique publique. Et des one-stop shops se confient à nous pour nous dire, là j'ai un problème, c'est que quand je suis dans classe G, chauffage au fioul, avec ce niveau de revenu pour cette forme d'habitat, j'ai pas d'économie de projet, parce qu'effectivement le coût travaux est trop supérieur aux économies générées, donc je ne peux pas financer par les économies et les subventions les travaux. Cette situation, ça ne fonctionne pas. Donc moi, je vais m'attaquer à d'autres familles, je peux adresser d'autres familles, mais effectivement, forcément, il y a une préoccupation de se dire, il y a 20% des familles que je ne sais pas adresser avec le modèle d'affaires qui est le mien, et c'est un problème. Alors c'est déjà bien qu'on ait une solution fonctionnelle pour 80% des familles, mais se dire que la mobilisation et le fait de passer un contrat, moi, One Stop Shop, avec une collectivité et une agence, va me permettre d'arriver à débloquer cette situation pour être capable d'avoir une solution qui tienne la route pour non plus 80% des familles du territoire, mais 100%. C'est un peu miracle quand même. C'est pas miracle, c'est du travail, c'est des efforts, mais en tout cas, on se doit en tout cas... si on a un sujet de est-ce qu'on veut laisser des gens au bord de la route ou pas, et donc la question c'est qu'il n'y a aucune intention par design des politiques publiques de laisser les gens au bord de la route, mais c'est difficile d'avoir effectivement des politiques publiques qui du premier coup vont adresser
des cas de situation extrêmement hétérogènes. Donc effectivement, voilà, peut-être que la façon dont elles sont conçues permet de bien résoudre 60, 70, 80% des situations, et c'est déjà très bien. Mais par contre, on doit avoir cette curiosité de se dire où sont les angles morts et comment on peut, par de l'innovation, traiter, et de l'innovation qui est, voilà, c'est pas envoyer quelqu'un sur la Lune, hein. On parle effectivement d'innovation contractuelle et de sortir des habitudes pour arriver à traiter des situations de difficultés particulières qui ne sont pas du tout insurmontables, hein, d'un point de vue macroéconomique. Alors, du côté des financiers, qui joue le jeu aujourd'hui? Il y a différents acteurs qui peuvent jouer ce rôle d'avance de fonds. Donc il y a de plus en plus de gens, on a une évolution du monde de la finance pour s'engager de plus en plus vers de la finance à impact. On se préoccupe de bénéfices pas juste monétaires, mais aussi en tout cas carbone, environnemental ou social d'investissement. Donc effectivement, dans la diversification de portefeuilles de produits d'investisseurs, il y a des gens qui sont en attente effectivement de se dire voilà, je ne suis pas là pour que se placer Donc, de l'argent. des banques, des fonds. Voilà, des banques, des fonds, des institutionnels qui peuvent en tout cas, dans une logique en tout cas d'investissement, de plus en plus la taxonomie va demander aux gens de rendre des comptes sur la nature des produits dans lesquels ils investissent et de justifier qu'ils font leur part dans le financement de la transition. Typiquement, voilà des produits. Donc, alors, c'est aussi un sujet et un coût de faire qu'effectivement la façon dont on va mesurer ces impacts soit alignée avec les exigences de la taxonomie, de la CSRD, enfin voilà, mais en tout cas, ça peut être une façon vertueuse de flécher, parce qu'effectivement, l'évolution du monde de la finance va de plus en plus, ça va être des taux différenciés en fonction de la nature et l'intensité de l'impact qu'on génère, hein, et poser ces bases rationnelles va être précieux pour faire bénéficier à ces projets d'un coût de l'argent plus faible pour ces projets à fort impact social et environnemental, que le coût de l'argent qu'on a quand on investit dans des forages pétroliers. Ça veut dire que non seulement les ménages vont pouvoir être mieux financés, mais que les financiers en plus ont un intérêt financier à aller dans cette voie-là. En tout cas, ils ont une responsabilité morale que de plus en plus, leurs investissements font la juste part de financement nécessaire de la transition. Donc effectivement, ce n'est pas quelque chose qui devrait être intentionnel, mais c'est quelque chose dont on va faire la preuve. Et effectivement, c'est important qu'il y ait des éléments de preuve pour montrer effectivement à quoi sert leur argent. Merci Sébastien. Donc Sébastien Delpont ressort aujourd'hui. Donc nous avons parlé des contre-impacts, de la manière dont ce nouvel instrument financier intéresse évidemment les financiers, mais dont ce nouvel instrument financier permet de rendre possible des projets dont l'économie n'est pas assurée au niveau microéconomique, c'est-à-dire au niveau du ménage. Et donc, comment est-ce qu'on fait? On additionne évidemment les ressources du ménage, les aides et subventions et les éventuels crédits, mais on va rajouter également, financé par des tiers, la valorisation d'éco-bénéfices et des coûts évités en matière de santé, en matière d'insertion, en matière plus globalement de fonctionnement de nos sociétés. Tout ça doit être mesuré, donc il y a une première phase d'expérimentation. Cette phase d'expérimentation est accompagnée par des financiers qui vont mettre en place des instruments de mesure et des tableaux de mesure pour s'assurer effectivement du bénéfice qu'on peut attendre de ces opérations-là. Une fois que les financiers auront mené à terme ces expérimentations, à eux de se retirer pour, une fois la preuve faite, mettre en contact effectivement direct les institutions bénéficiaires de la rénovation, la sécurité sociale, le chômage, l'éducation, avec donc les porteurs de projets. Le rôle des OSS dans cette approche-là est absolument essentiel, puisque ça n'est pas une démarche top-down, c'est vraiment une démarche d'identification des cas les plus prégnants. Les OSS, les one-stop shops, les opérateurs ensembliers présents sur le territoire, identifient ces situations, les remontent et bataillent pour les proposer en expérimentation à la puissance publique. La puissance publique elle-même, de son côté, étant extrêmement intéressée à de mieux en mieux aller vers une efficacité de la dépense fiscale et de la dépense publique. Et donc, on retrouve cette grande idée que Sébastien porte maintenant depuis plusieurs années, qui est d'arriver à faire travailler ensemble dans un objectif commun et dans un profit individuel et commun à l'ensemble du projet, des experts et des organisations complètement dédiées à la rénovation énergétique. Merci Sébastien. Nous nous retrouvons le mois prochain avec Stéphanie Flachet sur pourquoi les banques ont-elles du mal à investir dans la rénovation. Merci à tous, merci à toutes et à très bientôt. Au revoir.